Nous accueillons maintenant sur scène Christian Nils Schwab, qui est membre du comité exécutif de la Swiss Food and Nutrition Valley et qui, à l'EPFL, dirige l'Integrative Food and Nutrition Center. On l'écoute et je vous propose de l'applaudir pour qu'il vienne sur scène. Bonjour à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là. Je vais vous parler des enjeux liés à l'alimentation. Atta nous a parlé des notions systémiques, vous verrez, j'aurai l'occasion d'y revenir. La nourriture, c'est merveilleux. La nourriture, c'est le premier vecteur d'expression de notre appartenance culturelle. C'est quelque chose d'éminemment social, c'est une occasion de partage, on adore manger avec des amis. Et puis c'est quelque chose qui appelle à nos sens, quelque chose d'éminemment hédonique, que ce soit le goût, les couleurs, les textures. La nourriture, c'est merveilleux. Depuis quelque temps, on a réalisé que la nourriture, c'est aussi extrêmement problématique. C'est une réalisation assez récente. Quand on parlait de durabilité, il y a encore quelques années, les gens nous disaient oui, l'énergie, le transport, l'habitation peut-être. L'alimentation n'était même pas mentionnée. Il y a 3-4 ans, le premier plan climat de la ville de Lausanne, Gland avait tout de suite compris ça plus tôt, mais n'incluant même pas la nourriture. Quand on les a interpellés, la question de l'alimentation, quand on les a interpellés, on disait personne n'y a pensé. La réalisation des enjeux liés à l'alimentation, c'est un phénomène assez récent, mais pour le coup, il est bien présent, et vous le savez peut-être au niveau des médias, la thématique de l'alimentation est permanente, la consommation de la viande, de l'agriculture, etc. C'est un sujet politique considérable. Pourquoi ? Alors là, je vais gâcher un petit peu votre après-midi. Quelques chiffres intéressants. Les systèmes alimentaires, donc la façon dont on produit, transforme, transporte, consomme notre alimentation, la façon dont on dispose des déchets, c'est 30% des gaz à effet de serre. C'est un tiers des causes au dérangement climatique, des règlements climatiques. C'est 70% de l'eau fraîche prélevée. Aujourd'hui, un tiers de l'alimentation mondiale provient de régions géographiques qui sont dites en situation de stress hydrique. C'est-à-dire que l'approvisionnement en eau n'est plus garanti. Donc imaginez ce qu'une à 2 années successives de sécheresse pourrait occasionner en termes de souffrance humaine et de tensions géopolitiques. C'est considérable. Et ce n'est pas que là-bas, ce n'est pas que loin. En Suisse, vous vous souvenez peut-être, l'été dernier, ils ont dû héliporter de l'eau dans nos montagnes parce qu'il n'y avait plus assez d'eau. Ils ont dû descendre les vaches prématurément parce qu'il n'y avait plus assez d'eau. J'ai rencontré quelqu'un de la commune de Crans-Montana qui nous disait on doit choisir maintenant. Soit on fait de l'énergie, soit on fait de l'agriculture, soit on fait du tourisme, mais on n'a plus assez d'eau pour faire les trois. C'est présent. C'est maintenant parmi nous. Je pense que la question de l'eau va provoquer des tensions extrêmement proches, la géopolitique aussi, on l'a vu avec l'Ukraine, mais l'eau, c'est vraiment une problématique. On nous dit qu'on est entré dans la 6e ère d'extinction massive, avec 1 million d'espèces sur 8, je crois, qui sont menacées. 80% de l'impact négatif sur la biodiversité, via la déforestation en partie, c'est lié à la façon dont nous produisons l'alimentation. 30 millions de déchets, de tonnes de déchets plastiques, ce fameux emballage à usage unique. Vous avez peut-être vu ces photos du 6e continent, ces îles flottantes de déchets plastiques. La moitié de tout ça vient de l'alimentation. 73% des antibiotiques sont consommés de façon préventive. Pour le bétail, on injecte de façon préventive une grande quantité d'antibiotiques avec tous les problèmes de résistance aux antibiotiques qui en découlent. 32% de la production de nourriture mondiale n'est jamais consommée. Ça fait 1,6 milliard de tonnes de déchets de nourriture par année. Je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter à quoi ressemble un tas d'1,6 milliard de tonnes de déchets plastiques. Moi, c'est au-delà de moi, je n'arrive pas à me rendre compte. En Suisse, c'est 2,8 millions de tonnes de déchets de nourriture par année. Dans un environnement où 800 millions de gens vont au lit avec l'estomac vide. La faim dans le monde avait décru depuis l'après-guerre, grosso modo, de façon constante, progressive et constante. Elle est repartie à la hausse depuis 4 ans et ça s'accélère. Combinaison de tensions géopolitiques, encore une fois, et de changement climatique. Et à l'autre extrémité, on a 2 milliards de gens qui sont mal nourris, dans le sens surnourris. Il y a plus de gens aujourd'hui sur la planète qui meurent d'excès d'alimentation, la malbouffe, que de manque d'alimentation. Dit autrement, on survit plus facilement en manquant de nourriture qu'en mangeant trop de nourriture non appropriée. Et si on ne changeait rien, c'est-à-dire juste pour accompagner la courbe démographique, vous savez qu'on sera 10 milliards d'ici 2050, rien que pour accompagner cette courbe démographique et l'amélioration du pouvoir d'achat qui amène les gens à consommer plus de viande, il faudrait produire 60% de plus.
Donc on a un gros problème aujourd'hui, et si on ne changeait rien, il faudrait produire 60% de plus, donc un effet ciseau assez désagréable. Regardez cette courbe, pourquoi on en est là? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a ce monde qui s'écroule autour de nous? Depuis les années 50, ce qu'on a appelé la grande accélération, combinaison de médecine qui a, de par le monde, chez nous occidentaux en particulier, mais aussi de par le monde, évité beaucoup de morts prématurées, et l'alimentation, il y a eu ce qu'on a appelé la révolution verte au sortir de la guerre, mécanisation, irrigation, les intrants chimiques et puis la sélection génétique, qui ont fait exploser la productivité de l'alimentation, ce qui a permis à la courbe démographique d'exploser. Donc tout ce qui a été les solutions de l'après-guerre est ce qui cause aujourd'hui, ironiquement, les problèmes dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Et dans la période 2000-2050, écoutez bien ce que je vais vous dire, et on est en 2023, on est à peu près à mi-chemin, on va produire plus de nourriture en 50 ans que dans toute l'histoire de l'humanité avant nous. Je répète, on va produire plus de nourriture en 50 ans que dans toute l'histoire de l'humanité. Faites l'exercice, la surface rouge, c'est plus que tout ce qui s'est passé avant nous. Donc ce n'est pas entièrement surprenant qu'on ait aujourd'hui une tension dans le système. Ce que je dis toujours, les systèmes alimentaires ont une place un petit peu particulière dans les dérangements climatiques en particulier. C'est que c'est indécoupable, on l'a vu tout à l'heure, 30% des gaz à effet de serre, la biodiversité, que sais-je. C'est une victime. On peut continuer à extraire du pétrole s'il fait 2 degrés de plus. On ne peut plus produire la nourriture de la même manière s'il y a 2 degrés de plus. On attend des pertes de productivité dans des régions comme le Mato Grosso, qui est au Brésil, qui est un des bassins de céréales, des pertes de productivité de 25% liées au réchauffement climatique. Mais, et on va maintenant, c'est le point pivotal de cette présentation, c'est aussi des levées de solutionnement. Quand on parle de toutes ces choses-là, de l'implication législative, incitative qui faudra changer, de l'industrie qui va se réinventer, des consommateurs qui devront changer leurs habitudes, souvent mes amis me disent « Mais Christian, mais c'est compliqué ». Je dis « Oui, c'est compliqué ». Mais changer de paradigme énergétique, ce ne sera pas plus simple. Et je pense qu'en termes relatifs, les systèmes alimentaires, toute la question de l'alimentation offre des leviers d'amélioration relativement faciles à l'échelle des individus, des municipalités, des cantons, des États. Il y a plein de relais d'opportunités pour changer ces pratiques et améliorer les choses. Il faut que ça change. Je ne vais pas énumérer l'ensemble, mais tous les problèmes que j'ai évoqués sont autant de solutions. Pour des entrepreneurs, on parlait de nouvelle économie, la nouvelle économie va se nourrir des solutions qui seront trouvées aux problèmes que j'ai évoqués. J'aime bien ma sugar grenade, ma grenade au sucre, que voilà, on est ce qu'on mange. Ah, ça c'est joli. Aristote le disait peut-être déjà. Hein. Pour autant, regardez un vending, comment on appelle les distributeurs automatiques, Selecta pour ne nommer personne. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Du sucre, du sel, des acides gras saturés. Une petite Migrolino à notre station-service, à part 2-3 pommes à Libye, il y a du sucre, du sel, des acides gras saturés. Donc je pense que oui, on sait, on est ce qu'on mange, et pourtant il y a un décalage incroyable entre ce savoir et les comportements des individus, beaucoup pilotés par l'industrie, on y reviendra peut-être. Une spécificité, et ça c'est une lecture personnelle que je vous partage maintenant, c'est pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi est-ce qu'on ne sent pas, par exemple au niveau politique, un sentiment d'urgence de trouver des consensus sur ces grands enjeux? J'étais à Berne au mois de février, je faisais partie du groupe d'experts qui a fait des recommandations qui ont été données à M. Parmelin sur des propositions pour une stratégie agroalimentaire plus appropriée. Et à la fin de la journée, il y avait un panel avec des parlementaires de tous bords, et c'était une cacophonie, mais effrayante. Qu'on ne soit pas d'accord, c'est une chose, mais qu'il y ait au moins un consensus sur la nécessité du consensus. Mais on est loin du compte. Pourquoi? Ma lecture, c'est que le problème, et je reviens à la question de la systémique qui a été évoquée par Atta, et les 3 axes qui ont été mentionnés, l'économie, les incidences économiques de nos choix agroalimentaires, les incidences écologiques et les incidences sociétales type santé publique. Il y en aurait d'autres, bien-être animal, inclusivité, mais concentrons-nous sur les 3. Très souvent, ces 3 axes sont en opposition. On saurait comment réduire les émissions de notre agriculture, mais les rendements baisseraient, donc le prix de la nourriture monterait. Donc c'est un système alimentaire souhaitable pour la Suisse ne serait pas une optimisation de ces 3 axes, serait un arbitrage entre ces 3 axes. Qui dit arbitrage dit la nécessité d'avoir une approche systémique sur ces choses-là.
Aujourd'hui, un politicien s'entend dire « Ouais, le bio, c'est super, ça protège les sols, ça protège la biodiversité. » Et puis quelqu'un d'autre va lui dire « Oui, mais les rendements baissent, donc le coût alimentaire va monter, et puis les gens pourront plus se permettre. » Et les deux arguments sont probablement valides. J'illustre juste le point, ça va être un arbitrage. Mais maintenant, il y a des outils. Moi qui travaille les PFL, il y a tous ces outils de modélisation complexe, les jumeaux digitaux, qui permettent, grâce à l'intelligence artificielle, d'avoir une approche plus holistique, de vraiment embrasser cette complexité et gérer cette complexité, permettre de faire des scénarios et, sur la base de ces scénarios, faire ce choix d'un arbitrage qui soit en accord avec notre culture, notre histoire, nos traditions, nos échelles, nos systèmes de valeurs. Et c'est des projets sur lesquels on travaille. Développer un jumeau digital de l'agriculture suisse, par exemple. Quand on vient de l'EPFL, on peut vite être soupçonné de techno-optimisme. Ouais, vous inquiétez pas, la technologie va tout solutionner. Don't worry, keep consuming. À cette définition-là, je suis plutôt un techno-sceptique que techno-optimiste. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont devoir être mises en place en parallèle, si ce n'est pas avant la technologie, un cadre législatif et incitatif qui soit plus intéressant, le travail collaboratif, l'allocation du capital, l'investissement en infrastructure, l'éducation bien entendu, les consommateurs ont un rôle central à jouer. Petit aparté, quand les gens disent « ouais, c'est pas une responsabilité collective, c'est une responsabilité individuelle », je trouve l'opposition entre les deux assez stérile. Bien sûr que ce sera les deux. Donc, important de le dire. Ceci étant dit, je pense que vu l'urgence, l'amplitude et la complexité des défis auxquels on fait face, la technologie va devoir être mobilisée et aura un rôle à jouer. Je voulais évoquer la question des protéines. C'est un débat public très important. La consommation de la viande en particulier. La protéine, c'est intéressant parce que c'est la brique constitutive du vivant. Donc on peut facilement faire le bilan de combien de protéines on aura besoin en fonction précisément des développements démographiques. On nous dit que la viande de bœuf, la viande rouge, c'est catastrophique, et c'est catastrophique. D'un point de vue écologique, vous voyez là les gaz à émissions de serre par apport alimentaire équivalent. Pour produire de la viande, pour produire 1 kg de viande, il faut investir 10 kg de protéines végétales qui probablement seraient aptes à la consommation humaine. Si vous faites le calcul en termes de calories, c'est-à-dire l'énergie, pour sortir 1 calorie par la viande rouge, il faut investir 34 calories. Soit par l'apport végétal qui nourrit les vaches, soit le tracteur, soit le que sais-je. Pour 1 calorie, il faut investir 34 calories. Au jour du réchauffement climatique, ça paraît un peu absurde quand même. On évoque beaucoup les alternatives. Alors, il y a la viande de culture, il y a les algues, il y a les micro-organismes, il y a toutes sortes de choses. Il y a des méthodes associées, soit la réaction, hein, ça fait rêver personne, on met dans un bioréacteur des cellules animales et puis elles vont proliférer. Et transformation des protéines végétales, typiquement l'extrusion. Vous avez peut-être eu l'occasion de goûter des produits comme Plantid, qui sont des simili-poulets, ou pour obtenir cette structure fibreuse qui recrée un petit peu l'expérience consommateur, il y a toutes des méthodes d'extrusion. C'est les insectes, j'oubliais les insectes. Il y a toutes sortes de choses. Il n'y en a pas une qui soit consensuelle. La viande de culture, par exemple, c'est éminemment polémique aujourd'hui. Même les produits à base de plantes, il y a de grandes critiques c'est trop transformé, il y a trop d'ingrédients dedans, ce qui est probablement vrai. Pour ceci, j'aimerais juste rappeler que la raison pour laquelle c'est aussi transformé, c'est parce que l'industrie s'est dit il faut qu'on colle à l'expérience que les gens ont avec leurs burgers et leurs saucisses actuelles et être au plus proche pour qu'ils acceptent de passer. Et ça, les gens qui font les sciences de comportement le confirmeront, c'est nécessaire. Pour qu'un mangeur de hamburger soit d'accord de manger l'équivalent à base de plantes, il faut que l'expérience gustative soit extrêmement proche. Je dis toujours oui, mais dans une perspective historique, c'est la première génération. Je pense que c'est intéressant et important de garder cette industrie sous pression pour qu'elle évolue dans ses pratiques pour avoir des produits qui sont moins transformés demain, avec moins d'ingrédients demain. Mais c'est la première génération. Mais toujours est-il, vous vous souvenez de cette courbe, changer nos habitudes alimentaires sera une nécessité. On parlait de la décroissance tout à l'heure. Je crois que c'est important pour les consommateurs de se mettre d'une manière ou d'une autre, il va falloir changer nos pratiques. C'est dogmatique aujourd'hui. Il y a plein de gens qui vont dire non, mais c'est la liberté du consommateur. Il faut laisser le consommateur choisir ce qu'il veut. Déjà, je ne suis pas sûr que les habitudes de consommation actuelles soient exactement le fruit de la liberté et de marchés entièrement transparents. Pour information, les deux plus grands annonceurs publicitaires de Suisse sont Migros et Coop.
Le quatrième, c'est Ferrero, Nutella. Donc je suis, et en termes de produits, le premier produit annoncé, enfin publicized en Suisse, c'est McDonald's. Donc je ne suis pas sûr que les habitudes alimentaires actuelles soient vraiment le fruit de décisions absolument libres et informées des consommateurs. Un dernier exemple, je vous ai parlé de la complexité des choses et du fait que les solutions de demain seront plurielles. Si, sous la menace d'un revolver, on me disait, c'est joli Christian tout ça, mais tu as un levier, tu as un bouton sur lequel appuyer pour solutionner tout ça, lequel serait-il? Ce serait le juste prix. Juste prendre un exemple. Si demain, vous décidiez de manger d'une lasagne, Findus, pour ne nommer personne, cette lasagne a été faite avec des ingrédients qui proviennent de l'agriculture intensive de par le monde. Le lait en poudre qui est dedans est probablement de Nouvelle-Zélande parce que c'est le meilleur marché là-dehors. Ces ingrédients ont été produits avec de l'agriculture intensive, très énergivore, CO2. Les ingrédients sont extraits, purifiés, standardisés dans des spécifications extrêmement fines, énergie CO2. Ces ingrédients sont envoyés de par le monde, transport CO2, à des usines d'assemblage type Findus où ils vont être mélangés, réchauffés, refroidis, pasteurisés, extrudés, jusqu'à avoir ces jolies fines couches de pâte, énergie CO2. La viande, même combat, la petite barquette en aluminium CO2, le papier offset CO2, distribution par la chaîne du froid dans toutes les grandes surfaces d'Europe CO2, les frigos CO2, la consommation à la maison, le congélateur, le four, vous avez compris mon message? Eh bien, si vous mangez cette lasagne demain soir, elle vous coûtera moins cher que si vous mangez 3 aubergines bio de la région d'Yverdon. Alors je comprends les économies d'échelle. Moi j'ai l'industrie au départ, avant les PFL. Je comprends les économies d'échelle. Je comprends l'optimisation, la rationalisation que l'industrie a menée à marche forcée pendant toutes ces années. J'entends bien. Mais la grande différence, elle n'est pas là. La grande différence, c'est que le paysan bio qui essaye de faire la chose juste, il va payer le prix fort. Des produits plus chers, les heures de travail, alors que les produits industriels hyper transformés ne payent pas ce qu'on appelle les externalités, qu'elles soient écologiques, pollution des sols, appauvrissement des nappes phréatiques. Elles ne payent pas les incidences sur la santé publique, tous les diabètes, l'obésité, certains cancers induits par la malbouffe, ils ne payent pas. La notion du juste prix, c'est d'internaliser ces coûts. Pour que l'argument du prix qui aujourd'hui est utilisé pour dire « Ah mais mon bon monsieur, les gens ne peuvent pas se permettre ou ne veulent pas payer plus cher pour la nature », qui est partiellement vrai, retourner cet argument comme quelque chose de négatif aujourd'hui, par le juste prix, d'en faire une force positive pour amener les gens à induire des habitudes de consommation qui soient plus pérennes et plus saines. 3 messages clés pour conclure. Le statu quo n'est plus une option. Vous vous souvenez, le style de vie qu'on avait jusqu'à aujourd'hui n'est plus en stock. Il va falloir qu'on change. Souvenez-vous de cette courbe, depuis la grande accélération. On peut être dans le déni autant qu'on veut. Ça a toujours marché jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que ça change. Oui, il y a le contexte qui a changé. Je reviens encore là-dessus. La raison pour laquelle l'agriculture s'est transformée des années 50 à 80 de façon aussi dramatique, c'était pour accompagner la société. Déjà, il y avait une question de sécurité alimentaire dans l'après-guerre, et puis accompagner une transformation de la société vers une urbanisation majeure et la création d'emplois tertiaires. C'est ça qui nous a amenés là. Aujourd'hui, on a d'autres leviers, d'autres urgences qui sont les urgences climatiques et de santé publique, mais il va falloir que ça change. Les solutions seront plurielles. Les gens qui disent « ouais, il ne faut pas influencer la production, il faut influencer la demande », les deux. Ouais, ce n'est pas une responsabilité collective, c'est une responsabilité individuelle. Non, c'est les deux. Ouais, c'est le politique qui... Non, c'est aussi l'éducation. Les solutions seront plurielles. Les gens qui opposent les choses, je trouve toujours un peu stériles, malheureusement. Les solutions seront probablement une combinaison de l'ensemble. Et puis, évolution ou révolution, ben, je ne sais pas. De Gaulle a dit « l'histoire avance par coups de boutoir ». Il faut aller de crise en crise. On sait tout ça, et pourtant on est complètement incapable d'agir, d'être dans l'anticipation. Plus on pourrait agir dans l'anticipation, plus on pourrait éviter de souffrances inutiles, nous-mêmes, nos enfants, la planète, les animaux. Le mot-clé étant inutile. L'homme fonctionne, semblerait-il, pas comme ça, donc on risque de devoir attendre des crises. Monsieur Gutiérrez des Nations Unies nous annonce qu'on va au-devant de la plus grande crise alimentaire de l'histoire de l'humanité. Et on est toujours dans une inertie et une résistance absolument dingue en termes de comportement et d'acceptation de certains changements. Quand mes amis me disent « Mais Christian, qu'est-ce que tu espères accomplir dans ton rôle ?» Parce que le politique ne s'emparera jamais de ces questions, trop sensible. L'industrie ne voudra jamais se réinventer. Les consommateurs ne voudront jamais changer leurs habitudes de consommation. À ceci, je réponds « Oui, ils vont. »
parce que Mère Nature va nous y contraindre. Mais il y a un message positif derrière tout ça, c'est que tous ces changements sont des opportunités. Et je pense pour les gens agiles, clairvoyants, mus par des valeurs, tous ces défis sont autant d'opportunités économiques pour nos sociétés, et pour la Suisse en particulier, qui a un écosystème d'innovation absolument phénoménal. Voilà, j'espère que j'ai pu induire certaines réflexions de votre part, et puis on aura l'occasion d'en discuter lors de l'apéro. Merci beaucoup. Une question avant de vous laisser filer. Vous êtes un pragmatique, vous nous montrez des chiffres, vous nous parlez d'économie, vous nous parlez de tonnes de CO2, etc. Mais on mange avec notre bide, avec notre cœur, on mange du bœuf parce qu'on aime le bœuf. Et on nous a dit, mais il ne fallait pas manger du bœuf parce qu'il y a trop de tonnes de CO2, parce qu'on sait que c'est plus cher en plus du bœuf. Quand on achète du bœuf, on sait que c'est plus cher. Donc finalement, dans votre raisonnement qui est très cérébral, est-ce que vous n'avez pas oublié la partie affective, culturelle, l'amour de ce plat plutôt que ce plat? Ouais, non, je ne l'ai pas oublié. Dans mon introduction, j'ai dit qu'il y a 3 éléments à l'alimentation. C'est quelque chose de culturel auquel on s'identifie. Il y a ce côté hédonique, il faut que ça ait du goût, que ce soit attractif comme alternative. Et puis, c'est ce côté social de partage. Et comment est-ce qu'on fait alors? Parce que ce que vous nous avez présenté, ce n'est pas les trucs avec plus de goût. Exactement ce qui nous a été proposé, qui nous a amené là où on est. Aujourd'hui, la moitié de la viande est vendue en promotion. Dans les grandes surfaces, la moitié. 50% de la viande est vendue en promotion. Donc, il faut qu'on sorte de cette idée que les gens mangent aujourd'hui ce qu'ils mangent parce que c'était des choix libres et informés. Non, ils ont été induits dans des comportements. Il faut maintenant les induire dans autre chose. Mais ça commence par des incitations positives. Je suis absolument d'accord avec vous. Les anthropologues vous diront, pour que les gens changent de comportement, il faut 3 ingrédients. Il faut une conscience de la nécessité du changement. Cette conscience, elle va croissante. J'y ai peut-être contribué aujourd'hui. On l'a tous ce soir. Il faut des alternatives attractives. Il y a toute une industrie. Il y a 5 ans, pour être végétarien, il fallait être vraiment motivé. Il y avait du tofu, puis du tofu, puis du tofu. Maintenant, il y a une quantité d'alternatives absolument phénoménales qui satisfont les critères que vous évoquez. Et on n'est qu'au début. Mais il faut qu'il y ait une accélération. McDonald's, on va parler, McDonald's Hollande, mais en haut de ses menus, les versions végétariennes, et en bas, les versions viande. Burger King en Autriche dit, il y a une grande pub qui est splendide qui dit « Vous voulez votre burger normal ou avec de la viande ?» C'est changer le paradigme, c'est changer le logiciel, sans concession de plaisir gustatif. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire. Très bien, merci beaucoup. On vous reverra tout à l'heure dans la table ronde.